Voilà, chers amis, chers camarades, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un thème qui me préoccupe beaucoup plus que certaines personnes ne l'imaginent, c'est le thème de l'environnement, de l'écologie. C'est un thème qui m'intéresse pour deux raisons. La première, c'est que j'ai un lien extrêmement fort à la Terre qui m'a vu naître. Quand j'étais enfant, je gardais les vaches. Et puis, j'ai toujours aimé la solitude de la nature. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les voitures, qui n'aime pas les grands rassemblements. Et ce genre de choses, j'aspire plutôt à une vie simple que je retrouve aujourd'hui que je vis dans un village. L'autre raison, c'est qu'il y a quand même une inquiétude politique chez moi, c'est que j'ai le sentiment que nous entrons dans une période qui est dictatoriale et je crois que nous en voyons les premiers signes. Et à travers cette vidéo, eh bien, je voulais vous montrer avec quel langage, avec quel mode de communication on entre dans ce contexte qui rappelle à certains égards le communisme au siècle dernier. Donc on va analyser ça à travers le passage à la radio d'une militante, une militante d'un mouvement qui s'appelle Grondement des Terres, qui est en gros un mouvement lié à XR, enfin à tous ces milieux d'écologie, disons, radicale. Et cette personne passait à la radio cette semaine pour nous parler de ses actions qui consistent à saboter les parcours de golf. Et puis on verra qu'en analysant son discours, eh bien, on a des choses très intéressantes. Mais c'est pas tout ce qu'on va faire. L'idéal, c'est pas uniquement de démonter ça, c'est aussi de donner un autre idéal écologique, notamment en nous appuyant sur l'œuvre d'un auteur qui s'appelle Henry David Thoreau, ou Thoreau si vous voulez le prononcer à la française. Enfin, je pense que la vérité est un peu entre deux. C'est un auteur qui, au milieu du 19e, a quitté la localité où il vivait, enfin d'un kilomètre et demi, mais pour vivre près d'un étang, de vivre au contact, pour vivre au contact de la nature. Et je crois il nous livre un idéal écologique qui est fécond pour notre époque et qui en fait nous permet de sortir de cette écologie inquiétante et pleine de ressentiment. Donc on va s'intéresser au passage de cette dame à la radio et puis on va montrer en quoi son discours, alors s'il n'est pas toujours très construit, est parfois assez révélateur des tensions qui traduit cette écologie radicale aujourd'hui. En gros, les golfs utilisent énormément de ressources, que ce soit du terrain, de l'eau, des pesticides. Et puis, Voilà, alors première image sur laquelle je vais m'arrêter, c'est cette notion de casser le joujou des riches. On voit qu'on est dès le début dans un ressentiment quand même assez fort, dirigé contre des personnes parce qu'elles ont fait de l'argent en travaillant ou parce qu'elles sont nées dans une situation favorable. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que quand je vois, alors moi j'ai d'abord entendu à la radio cette interview, c'est après que je suis allé voir depuis quel cadre cette militante nous parlait. C'est un cadre personnel, alors bon, voilà, elle nous montre ce qu'elle veut, mais qui paraît quand même plutôt aisé, plutôt bourgeois. On a des codes bourgeois, on a le piano, on a une décoration qui semble, je dirais, plutôt agréable. Alors je lui en fais pas le reproche, bien au contraire, mais c'est vrai que je me dis, mais dans cette idée de casser le joujou des riches, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme un ressentiment vis-à-vis de sa propre classe? Alors j'ai lu son parcours, je crois qu'elle est apprentie ébéniste, mais enfin elle a fini le gymnase et c'est plutôt une volonté de casser sa trajectoire qui l'a fait aujourd'hui travailler dans ce milieu. Alors je trouve ça tout à fait honorable, parce qu'on est, quand on fait ça, on est en cohérence, disons, avec ses engagements. Mais il y a quand même quelque chose chez moi qui me fait tilt, où je me dis, tiens, là on est face à une personne qui vit mal le milieu dont elle semble elle-même extraite. nous, on aimerait dire qu'en fait, de s'accaparer de telle sorte des ressources pour du loisir. Alors voilà, il y a deux notions qui me paraissent clés dans ce discours. C'est déjà la condamnation du loisir. C'est vrai que là, on est dans un discours extrêmement puritain. Je ne vois pas en quoi l'utilisation de ressources naturelles serait plus ou moins justifiée selon que ce soit pour du loisir ou pour autre chose. Pour moi, le loisir fait partie des choses qui atténuent un peu la souffrance d'être né, pour parler comme Sioran. Et je ne vois pas au nom de quoi des gens pourraient décréter que c'est une chose à déconsidérer, une chose pour laquelle il faudrait engager aucune énergie. C'est un discours qu'on retrouve aussi dans la condamnation des gens qui font du fitness, qui auront peut-être plus faim, donc il faut réduire les heures de sport par semaine. Enfin, c'est un engrenage qui est tout à fait inquiétant et qui, dès le début, se place dans un autoritarisme qui, à mon avis, n'est pas fécond pour faire face aux enjeux climatiques. L'autre enjeu fort, c'est cette question des minorités. J'ai relevé qu'environ 4 ou 5 fois on avait cette notion qui intervenait dans son discours où il fallait s'attaquer au golf parce que c'était le fait d'une minorité. Elle nous dit même à un moment que c'est le fait d'une minorité blanche
quinquagénaire et masculine. Alors moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que jusqu'à preuve du contraire, la gauche se plaçait, hein, d'ailleurs je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, se plaçait du point de vue des minorités. Or, on voit ici que appartenir à une minorité est une chose qui vous déconsidère. Eh bien, pour ma part, j'incline à penser que la société est formée de plus en plus d'une multitude de minorités et qu'il est quand même assez sain que nous sachions un peu nous laisser tranquilles parmi. C'est plus possible dans la situation actuelle. On est en 2023, on connaît la crise écologique. Voilà, intéressant aussi, on est en 2023. Bon, peut-être qu'en 2022 c'était possible, peut-être qu'en 2021 c'était possible. Ça aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est cette idée que les vérités évoluent avec le temps. Or, si c'est parce que nous sommes en 2023 qu'on ne peut plus faire du golf, j'en déduis qu'on pouvait en faire en 2022 peut-être. Ou peut-être jusqu'à fin 2022, au moment où on commençait à parler de pénurie. Ou peut-être c'était jusqu'en 2021, ou peut-être c'était jusqu'en 2019 avec les mobilisations d'XR. Enfin, tout ça pour dire que ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est que si on place cette réalité sur l'axe temporel, j'aimerais qu'on nous dise à quel moment, quel est le moment levier où il devient inacceptable de faire du golf, puisque visiblement il y a une logique chronologique là-dedans. En outre, j'aimerais relever deux contradictions. La première, c'est que on est dans un discours, hein, chez XR, chez ces mouvements-là, qui nous disent que nous allons vers une sorte d'apocalypse climatique, de catastrophe absolue. Alors, je suis pas loin de le penser moi-même, hein, si vous voulez. Je pense effectivement qu'on va vers des temps très difficiles, donc je les critique pas d'avoir cette inquiétude-là, puisque je la partage largement. En revanche, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi ces gens, en même temps, peuvent nous dire que on est en 2023, donc c'est pas possible, comme si l'humanité avait évolué, avait aujourd'hui une plus claire perception des enjeux climatiques qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Et donc il y a cette idée qui me semble parfaitement contradictoire, c'est que d'un côté nous allons à la catastrophe, mais d'un autre côté le progrès continu de l'espèce fait que nous devons aujourd'hui tous convenir du fait qu'on ne peut plus faire de golf, qu'on ne puisse plus faire de golf, ce qui est pas forcément extrêmement intuitif. Donc je crois qu'il y a une contradiction intrinsèque dans le discours de ces militants, quelque chose d'un peu désarticulé qui méritait d'être relevé. Et on aimerait dire qu'en fait, on ne peut plus utiliser même une seule goutte de pesticides pour des golfs, on ne peut plus utiliser même une seule goutte d'eau pour ce qui n'est pas nécessaire à une vie. Et puis... Voilà, on ne peut pas utiliser une goutte d'eau pour ce qui n'est pas nécessaire à une vie. C'est quand même un discours tout à fait inquiétant. On voit qu'on a eu ces derniers temps des questions du type est-ce que on pourra remplir encore les piscines cet été? Et puis évidemment, on peut vivre sans piscine, mais si vous avez des gamins qui fait 45 degrés, vous êtes bien content d'en avoir une. Et si vous êtes suffisamment sympa, vous allez laisser des enfants des voisins venir chez vous. Donc pourquoi toujours cette haine des gens qui peuvent utiliser des ressources quand même assez fondamentales comme l'eau pour des choses qui donnent de l'agrément à la vie. Je ne sais pas si cette personne a des enfants, je ne sais pas combien de personnes ont des enfants chez XR. Visiblement, la mode est plutôt la stérilisation dans ces milieux. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve tout à fait inquiétant quand on nous dit on ne peut plus utiliser une ressource comme l'eau pour quelque chose qui n'est pas immédiatement nécessaire à la vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est là encore dans le ressentiment, on est dans le puritanisme. En gros, on doit travailler, se nourrir, bon, vegan, dormir et puis mourir le plus vite possible pour pas détruire la planète. C'est un discours qui est tout à fait inquiétant, c'est un discours qui, là encore, amorce la bascule vers une dictature. Je pense qu'aujourd'hui, on s'attaque aux gens qui ont un club de golf à peu près comme on s'attaquait durant le communisme, aux personnes qui avaient le malheur d'avoir eu un moulin, par exemple, dans leur famille sur les décennies précédentes. Je pense que c'est toujours la même chose, c'est le ressentiment, c'est une lutte des classes qui, en quelque sorte, est digérée et aujourd'hui retranscrite à travers un discours écologiste, mais je pense qu'on est exactement dans la même chose. Il y a eu beaucoup de mots qui ont été utilisés, il y a eu le mot violent, il y a eu le mot écoterrorisme, de rappeler qu'en fait ces mots ont quand même un sens, dans le sens où on peut justement débattre de est-ce que ces actions sont vraiment violentes. Et puis Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est cette invitation au débat, mais après avoir saccagé. Moi, j'ai pas spécialement envie, si vous voulez, de dialoguer ou de débattre avec des gens qui viennent saboter ma propriété. Donc, si j'étais un golfeur, ce que je ne suis pas, moi j'aime la boxe, le basket, enfin voilà, des choses comme ça. Je suis un garçon resté assez simple, assez primitif même. Euh, mais enfin, si je faisais du golf, j'aurais pas forcément envie de dire ah ok, vous avez saboté notre truc, mais on va débattre, vous êtes tellement gentil. Cette invitation au débat, elle paraît quand même un petit peu compliquée, je dirais, dans ce cas. tout ce qu'on peut, toutes ces actions seront jamais autant violentes que l'exploitation des ressources à des fins de loisirs dans une situation où les sécheresses deviennent de plus en plus graves.
et les pénuries d'eau deviennent de plus en plus graves chaque année. Et Voilà, ça c'est un discours qui rappelle vraiment énormément le communisme. Si vous voulez, on enlevait auparavant un noble, on lui coupait un bout de doigt qu'on envoyait à sa famille en disant payez pour notre commando, pour la lutte des classes. On disait oui, mais c'est extrêmement violent comme attaque. On piégeait des bagnoles, des conneries comme ça. Et on disait oui, bien sûr, on a tué des gens, bien sûr, mais l'action directe est nécessaire face. L'action directe ne sera jamais aussi violente que l'exploitation des prolétaires. C'est exactement la même logique, ou dans un même registre quand les personnes disaient oui, bien sûr, on a posé une bombe devant chez le médecin, mais voilà, il pratiquait l'avortement, donc comprenez bien, ça sera jamais aussi violent que que le génocide auquel il a participé. ce qui est sûr, c'est que les modes d'action ainsi que les, les différents coupables auxquels on s'attaque vont se diversifier et ça sera toujours dans une certaine joie et créativité. Voilà les coupables auxquels on s'attaque. Alors c'est intéressant encore cette idée de coupable, quand je dis qu'on entre dans une période qui va être inquiétante avec ces gens-là, c'est qu'on va désigner des coupables, là encore, à l'écart du cadre légal défini par la société. Donc moi, effectivement, peut-être je deviendrai coupable du fait que j'alerte face au danger de ces gens-là. Peut-être que ces gens-là, quand ils seront pas plus assez extrémistes, ils seront aussi coupables aux yeux d'encore plus extrémistes qu'eux parce qu'ils iront pas assez loin dans la lutte. Tout ça est inquiétant, il faut pas laisser faire, faut pas. L'idéal est charmant, hein, on a tous envie de vivre dans un environnement convenable et en évitant les pénuries et ces choses-là, mais les modes d'action sont terrifiants. On va désigner des coupables à l'écart de la volonté populaire. Bon, voilà, on arrive à ce stade à un autre idéal que je vais vous proposer, un autre idéal écologique. Cet idéal, c'est celui de Henry David Thoreau, ou Taureau si vous voulez pas vous emmerder. Donc c'est un auteur qui en 1845 a décidé de quitter la ville où il vivait, mais pas beaucoup, 1,5 kilomètre en gros, pour aller vivre dans une cabane au bord d'un étang. Bon. Il était lui-même prof, mais refusait de cogner les gamins, comme il était censé le faire, et de la même manière, il n'avait pas spécialement envie de payer des impôts pour un État dont il contestait certaines pratiques, comme l'esclavagisme, ou disons la guerre aussi contre le Mexique à cette époque, enfin tout ce genre de choses. Ce qui est bien chez Soros, c'est qu'aujourd'hui son idéal touche des gens autant à gauche qu'à droite, simplement parce qu'il est enraciné dans une joie, dans une volonté de vivre simplement, et dans une volonté de proposer aussi un autre idéal, un idéal où on va à la redécouverte de soi-même. Soros vivait avec pas grand-chose, c'était son choix, mais il l'aurait pas imposé aux autres, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui des gens, tant du côté de l'écologie radicale que chez des libertariens, donc des gens qui sont des anarchistes de droite, si vous voulez, se reconnaissent dans son héritage. C'est qu'il y a une volonté de ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire, qui est quand même un idéal assez sain dans la société. Et puis, en vivant très simplement, très chichement, volontairement, encore une fois, hein, près de son étang, Thoreau s'est surtout penché sur lui-même, sur ce qui le rendait heureux. Et disons que l'état d'esprit général dans son bouquin s'en ressent largement. Je vais vous citer un passage en page 242. Si le jour et la nuit sont tels que vous les accueillez en joie, et si la vie émet une fragrance semblable à celle des fleurs et des herbes odorantes, si la vie se fait plus plastique, plus stellaire, plus immortelle, là est votre succès. Bah là, on a envie de le vivre. Là, on a envie de vivre plus simplement. Là, on a envie de le suivre. On a envie, là, d'aller dans notre petite cabane, à l'écart de la société, loin des conneries, loin des grosses bagnoles, des rodéos urbains, toutes ces conneries-là, loin des stades de foot, loin des antennes 5G. On a envie de vivre loin de tout ça simplement parce qu'on se dit qu'on va y trouver de la joie. Mais quelle joie trouvera-t-on chez des gens qui nous disent qu'on a le droit d'utiliser de l'eau uniquement pour ce qui est strictement nécessaire à la vie? On se dit qu'on va pas forcément en trouver beaucoup. Ce qu'on en retire de ce bouquin, c'est un sentiment de plénitude parce que l'auteur nous transmet sa joie d'avoir pu vivre simplement, d'avoir pu partir à la conquête finalement de son royaume intérieur, j'ai envie de dire, et je pense pas qu'il aurait été très enclin à aller flinguer des parcours de golf. Et c'est en ceci que je dirais que cette écologie qui est sympathique, qui est certes radicale mais qui n'impose rien aux autres, est un idéal pour notre société. Je pense qu'avant de vouloir imposer aux autres des règles, et notamment la lutte contre toute forme de loisir, eh bien, il faut soi-même être capable de montrer qu'on peut être dans la joie et à l'écart du ressentiment dans son combat. Voilà, n'oubliez pas que tout ce travail que je fais, notamment en vidéo, je le fais grâce au temps que je peux dégager des mandats qui me font vivre pour que je puisse me concentrer pleinement sur mon travail de journaliste. J'ai besoin de vous.
Nos abonnements sont soit des abonnements en ligne des 4 euros par mois, soit print, comme on dit, ou imprimé des 89 euros par an. À ce moment-là, vous recevez le journal mis en page précieusement avec nos petites mains chaque mois chez vous. C'est précieux pour que puisse naître enfin une vraie presse différente, une presse qui n'est pas stupide, qui n'est pas complotiste, qui n'est pas tarée, mais qui vous oriente vers des auteurs qui vont élever le niveau. Je vous remercie beaucoup.